Cette semaine, au Libre Podcast, au Venezuela, le président Maduro devance Noël pour faire oublier la crise. Le Bitcoin, un levier à actionner pour briser ses chaînes. Itinérance, toxicomanie, inflation, l'étoile de la Californie pâlit. Ordre professionnel, les syndics manquent-ils à leur devoir? Sans oublier votre grand enjeu de la semaine. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Et notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors, mon cher Jérôme, grosse semaine d'actualité et de travail de ton côté. Tu vas pouvoir nous parler un peu de tout ce qui s'en vient la semaine prochaine pour le plus grand bénéfice de nos auditeurs, de belles annonces durant ce libre podcast. Mais commençons tout d'abord par une nouvelle, justement, qui a été publiée sous la plume de Xavier Bélanger-Costa sur une nouvelle internationale concernant le Venezuela dont le président Maduro a devancé Noël pour faire oublier la crise. Alors, pourquoi Noël sert-il les intérêts d'un régime presque communiste? Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant quand même de cette nouvelle-là pour voir en fait quelles sont les techniques qu'on peut utiliser, que le pouvoir peut utiliser pour faire diversion. Finalement, et des fois, c'est un peu ridicule. Est-ce que ça marche? Il faudrait aller vérifier sur le terrain. D'ailleurs, je rêve un peu d'aller faire un reportage terrain au Venezuela. Je ne sais pas... c'est comme journaliste, à quel point c'est sécuritaire. Je pense que ça doit quand même, quand on est incognito, j'imagine qu'il n'y a pas trop de problèmes. Le problème, c'est que Libre Média, quand même, n'est pas un ami du régime Maduro. Je ne pense pas que le régime Maduro connaisse Libre Média, mais disons que pour ceux qui nous suivent, là, les gens ont compris qu'on n'appuyait pas, disons, beaucoup le régime Maduro au Venezuela, qui est un allié de la Russie dans la région. Donc, effectivement, le régime Maduro qui a fait installer des décorations de Noël bien en avance, c'est-à-dire le 1er octobre, les Vénézuéliens des centres se sont réveillés dans une ambiance des fêtes, donc avec des lumières, tout ce qu'on connaît là, comme décoration, je sais pas, des lutins, des Pères Noël, tout ça. Donc, ont été installés pour le régime. Le petit Jésus, parce qu'on sait que son prédécesseur, justement, s'était déjà comparé ou présenté comme un nouveau Jésus. Là. C'est toujours un peu spécial, un peu le communisme latino-américain. Oui, mais les Un références peu d'éclectisme. en Amérique latine, effectivement, sont encore très chrétiennes. À droite et à gauche, effectivement, parce qu'on a eu la théologie de la libération, donc c'est l'espèce de mélange entre le marxisme et le christianisme. La théologie, catholicisme. Ouais. Donc, on soupçonne un peu le pape actuel, d'être un peu favorable à cette approche, qui est plus vraiment en vigueur aujourd'hui. Je ne sais pas si toi, Francis, tu connais plus l'histoire de l'Église. Est-ce que, selon toi, le pape actuel, François, adhère un peu à la théologie de la libération? Ouais, non, on l'a souvent accusé de ça. Je pense pas qu'il y ait il y a un problème d'hétérodoxie là, chez le pape François à ce niveau-là, mais c'est clair qu'il est quand même sensible au problème des injustices qui se passent un peu partout en Amérique latine, les grandes divisions et les grands écarts entre les riches et les pauvres, là, ou disons l'absence d'existence de classe moyenne, font en sorte qu'il y a une plus grande sensibilité pour le pape François là, par rapport aux enjeux, disons, des problèmes de classe. Là. Ça, c'est clair. On dit que c'est un Mais pape de de là gauche, en en faire un gros. commun. C'est-à-dire que oui, sur certains sujets, il est perçu par certains comme étant de gauche et pour certains sujets, il est perçu comme étant de droite. On a vu, par exemple, qu'il s'est prononcé sur les élections américaines. Il a dit qu'il n'aimait pas ni l'un ni l'autre parce que d'un côté républicain, on n'est pas favorable à l'immigration et aux droits des réfugiés. De l'autre côté, on est vraiment à fond dans l'avortement et tout ça. Donc, il avait montré à quel point c'était difficile pour lui de se faire une tête et de se faire un candidat idéal pour, disons, voter, même s'il n'est pas lui-même américain, mais il a tendance à vouloir souvent s'ingérer dans des questions de politique intérieure à ce niveau-là. Donc, oui, il est très disons, vocal sur ces questions de différence entre les riches et les pauvres.
une plus grande peut-être redistribution. Donc, on pourrait dire que oui, il est plus socialisant, entre guillemets, que d'autres papes ont pu l'être, mais c'est totalement normal. Tous les papes ont leur personnalité, ils ont leur culture de provenance, ils ont donc il y a pas de problème à ce niveau-là. Il faut juste être capable de faire la distinction lorsque le pape parle, par exemple, comme chef de l'Église ex cathedra, comme on dit, et que lorsque un pape prononce des jugements prudentiels qui n'a pas pour but de se substituer à la conscience individuelle des fidèles, par exemple. Donc, oui, le pape François, il est plus sensible à ces questions-là. Oui, le pape François, par exemple, lors d'un voyage, juste à titre d'exemple, justement pour réfuter l'accusation de communisme contre le pape François, il était allé en Bolivie, le président Morales, qui avait donné un crucifix en forme de fossé et de marteau. Et donc, il l'avait réprimandé vertement en disant non, 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 ça se fait pas, ce genre de choses et tout ça. Donc, Ah ouais, bon. non, il n'y a pas de sympathie, il n'y a pas de conception de Jésus comme étant un libérateur social qui prendrait la part aux luttes entre guillemets, pauvres économiques avec des fusils pour faire la révolution. Là. Il y a aucune sensibilité du pape François à ce niveau-là, ça c'est certain. Ouais, ouais, c'est compliqué quand même l'Amérique latine parce que ensuite il y a tout évidemment, puis l'Amérique aussi, il y a tout ce qui est rituel, bon, amérindien, là, autochtone. Donc, bon, est-ce qu'on tombe là, dans des questions théologiques, là, mais on a déjà dit, bon, le pape s'était prêté à finalement des rituels païens, là, finalement. C'est ce qu'on a dit aussi dans la nouvelle présidente du Mexique qui a été assermentée cette semaine. Assermentée, oui, c'est ça. La grande cérémonie là, où elle entre finalement en fonction. Et là, depuis que le président AMLO, son prédécesseur, bon, a pris ses distances de l'Église catholique, non, de l'Espagne, en fait, mais en même temps de l'Église catholique, eh bien là, tu vois, les nouveaux présidents se prêtent à des rituels plus paganisants, entre guillemets. Là, Enfin, c'est très compliqué, mais je reprends quand même l'article, là, notre sujet, le régime Maduro qui a fait installer des décorations de Noël bien en avance. Donc, c'est ça, vraiment une manière de diluer la colère dans l'esprit des masses, dans l'esprit des fêtes, c'est-à-dire, hein, et de distraire les masses à travers l'esprit festif. Et d'ailleurs, l'Église catholique au Venezuela a dénoncé cette manœuvre comme étant, selon elle, exactement de l'instrumentalisation là, à des fins politiques de Noël. Donc, c'est intéressant parce que c'est ça, tu sais, comment le pouvoir utilise les moyens qui sont à sa disposition, c'est ça, pour faire diversion, encore une fois. Donc, est-ce que ça fonctionne? Je ne suis pas sûr parce que c'est pas en mettant évidemment de la musique dans des centres commerciaux que vous allez faire oublier ce qui s'est passé dernièrement. Donc, rappelons-le, d'abord, les élections ont été tout à fait truquées. Nous, on n'hésite pas à le dire, là, ça paraît, c'est très clair. On avait d'ailleurs parlé à une observatrice des élections dont l'organisme était basé en Colombie, puis elle nous avait tout expliqué ça. Donc, comment Maduro avait écarté les observateurs internationaux, même ceux de la région, même ceux du pays voisin, pour finalement garder le monopole du processus. Donc, rappelons-le, Maduro a trafiqué, a changé les résultats de l'élection en sa faveur. Le candidat de l'opposition, Edmundo González Urrutia, s'est exilé en Espagne récemment. On avait aussi, pour vous montrer un peu la situation, donc après l'élection, il y a des gens pour les droits et libertés, des opposants finalement au régime qui ont continué à dénoncer la manœuvre de Maduro, c'est-à-dire ces élections truquées, parmi lesquelles Maria Oropesa, qui est toujours en passant. J'ai fait un article le 15 août 2024, là, récemment, avec une amie de Maria Oropesa, Ana Risso, une Vénézuélienne maintenant au Canada, une Canado-Vénézuélienne maintenant. Donc, cette amie-là, Maria Oropesa, on annonçait qu'elle venait d'être enlevée par le régime Maduro pour être emmenée dans une prison là, reconnue pour être un centre de torture, le fameux hélicoïdé à Caracas. Et j'en profite pour donner des nouvelles. Là. Ana Risso m'a dit la semaine dernière que Maria était encore malheureusement dans cette fameuse prison-là. Donc, c'était le 15 août. Nous sommes le 3 octobre alors que nous enregistrons à l'heure de l'enregistrement de ce libre podcast.
Donc, sa famille n'a pas réussi à aller à faire sortir les parents de Maria n'ont pas réussi à la faire sortir de cette prison-là. Donc, vous voyez un peu le contexte. Donc, des opposants qui sont mis en prison par Maduro qui s'entête à ne reconnaître aucune forme d'opposition pratiquement. Donc, un régime totalement fermé sur lui-même qui est en train d'imploser. Et je le rappelle, 7,3 millions de Vénézuéliens qui ont pris le chemin de l'exil depuis la prise du pouvoir de Maduro en 2013. Donc, vraiment un effondrement économique épouvantable du Venezuela. Donc, on peut aussi penser que cette tactique pour faire oublier la crise, là, d'utiliser les chants de Noël et tout ça, peut-être que ça va avoir un effet inverse du fait que les gens n'ont peut-être pas d'argent pour s'acheter des cadeaux de Noël et Ouais, donc leur rappeler peut-être la misère dans laquelle ils se trouvent actuellement. effectivement. Au Venezuela, Maduro devance Noël pour faire oublier la crise. Un article de Xavier Bélanger-Costa, publié sur Libre Média au libre-media.com. Alors, un deuxième article, cette fois-ci écrit par Théo Mongenet, sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui fait couler beaucoup d'encre ces temps-ci, depuis quelques années, justement, parce qu'il a expérimenté une flambée de sa valeur. L'article intitulé « Un levier à actionner pour briser ses chaînes » et accompagné de cet article, il y a une annonce qui est faite d'un partenariat avec Libre Média. Alors, Jérôme, peux-tu nous parler de présenter peut-être Théo Mongenet, nous présenter Bull Bitcoin et quel est ce partenariat entre les deux organisations? Oui, effectivement, nos auditeurs, nos lecteurs vont s'apercevoir qu'on va, à partir de cette semaine, effectivement, publier de temps à autre un article qui traite du Bitcoin. C'est une présentation de Bull Bitcoin, qui est une entreprise canadienne basée en Calgary qui fait spécialisée dans le fait de transiger du Bitcoin, évidemment, cette fameuse crypto-monnaie là, qui fonctionne sur ce qu'on appelle la blockchain. Moi, j'en suis pas un spécialiste, mais Théo Mogenet est le représentant, en fait, c'est le directeur Europe de Bull Bitcoin, qui est une entreprise vraiment qui rayonne et qui vise à étendre son marché. Maintenant, en Europe, on sait que Bull Bitcoin était en Amérique centrale, notamment au Costa Rica, à travers Francis Pouliot et Mathieu Bussière. Donc, ce sont vraiment c'est un partenariat qui est naturel pour nous, qui est cohérent, comme ça a été annoncé sur le site de Bull Bitcoin. On partage des valeurs communes, celles évidemment de la préservation des droits et libertés devant une économie qui peut-être est moins nous laisse moins libre qu'auparavant. En fait, c'est pas l'économie comme telle, c'est plus les États. Donc, toute la question aussi des monnaies digitales qui s'en viennent, pas les crypto-monnaies. Je parle bien des monnaies numériques. On avait travaillé là-dessus aussi à Libre Média. Puis le sujet a rebondi parce que récemment, on a appris qu'au Québec, la loi 54 criminalisait en fait potentiellement la possession de 2000 $ d'argent cash. Donc ça a fait beaucoup réagir au Québec. Donc, ça nous a permis de revenir aussi sur cette question-là. Enfin, j'ai fait recirculer un article que j'ai fait paraître à Libre Média. Et il y avait en novembre 2023, j'ai fait une entrevue avec un organisme très important, Émeric Pontian, qui lui attendait un petit peu, travaille à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc, c'est un organisme en France qui finalement aide les particuliers à protéger leurs données personnelles. Puis c'est un organisme qui a été chargé par l'Union européenne pour finalement la conseiller sur les risques que va représenter l'euro numérique. Donc on va quand même graduellement vers un euro numérique, un dollar numérique éventuellement aussi. Donc il y a des questionnements, il y a un risque. C'est-à-dire que si l'infrastructure de ces monnaies numériques, ces devises numériques est trop centralisée, ça va faire en sorte que ça va permettre le traçage et ça va fournir potentiellement des informations de nature confidentielle au gouvernement qui sont évidemment aux États dont c'est la devise. Donc, évidemment, le dollar canadien est associé évidemment au gouvernement canadien. Donc, c'est très compliqué, là. C'est un peu technique, en fait. C'est un dossier qui est technique, mais auquel il faut s'intéresser pour anticiper les risques que ça représente. Donc, vraiment,
Le Bitcoin viendra en fait et vient déjà un peu contrebalancer ces tendances centralisatrices et potentiellement liberticides de ces prochaines devises numériques. Ça reste à faire. Bon, la Commission nationale de l'informatique et des libertés là, nous disait que il y avait un certain espoir, là, c'est-à-dire qu'eux travaillent vraiment activement dans l'Union européenne pour que cette monnaie-là respecte un certain nombre, respecte les libertés individuelles, mais pour ça, il faut maintenir l'argent cash. Il faut que l'argent cash soit toujours valide. Donc, c'est vraiment l'argent cash qui préserve vraiment l'anonymat d'une transaction. Parce qu'évidemment, si vous allez à la SAQ, vous allez à la pharmacie, vous faites une transaction, ben, les gens savent, bon, vous êtes à la pharmacie, vous êtes quel médicament vous achetez, est-ce que vous êtes malade, qu'est-ce que vous achetez pour manger, mangez-vous du fast-food, tu sais, donc toute la société de traçage, cette société avec l'infrastructure numérique où on accumule vos données constamment pour faire de vous un produit. Bref, le Bitcoin permet, encore une fois, à ce que je comprends, là, de contrebalancer les effets centralisateurs et liberticides de toute, non seulement d'une économie qui serait trop dirigée par les États, mais d'une économie où le capitalisme de surveillance occupe une place de plus en plus grande. Ouais, on parle aussi de valeurs refuge comme l'or l'a été et l'est encore. C'est-à-dire que les banques centrales, un des effets centralisateurs ou de cette tendance centralisatrice des États, c'est justement la capacité de, en bon français, imprimer de l'argent ou faire du quantitative easing ou de l'allègement quantitatif qui finalement fait en sorte que la monnaie se dévalue, c'est-à-dire le dollar canadien, en l'occurrence, se dévalue. Il se dévalue pourquoi? Parce qu'il y a une plus grande quantité de monnaie disponible, ce qui a été manifeste pendant la COVID, par exemple, avec justement l'impression par la Banque centrale de milliards et de milliards de dollars. Ça a créé de l'inflation, mais l'inflation, ce n'est pas l'augmentation des prix des marchandises, c'est la dévaluation, parce qu'il n'y a pas de création de valeur, à moins qu'il y ait une rareté là, créée, mais habituellement, l'inflation, c'est dû à la dévaluation de la monnaie. Donc, par exemple, la maison qui vous coûtait 250 unités de 1 dollar canadien vous en coûte aujourd'hui 400 000 unités de 1 dollar. Donc, de 250 000, on est passé maintenant à 400 000. Et ce n'est pas parce que la maison qui, d'une certaine façon, dans la majorité des cas, va se dévaluer naturellement, puisqu'elle s'use avec le temps, à moins qu'on en prenne bien soin et qu'on fasse des rénovations. Et encore là, c'est souvent difficile à monétiser, entre guillemets. Il y a un processus de dévaluation de la monnaie. C'est que maintenant, la monnaie a un pouvoir d'achat beaucoup moins grand. Donc, il n'y a pas de création de valeur, il y a une dilution de l'épargne des Canadiens et ça a un effet aussi bénéfique, entre guillemets, bénéfique pour les caisses de l'État, puisque les caisses de l'État s'en voient renflouer, puisque tout a l'impression de coûter plus cher, donc plus de taxes au prorata qui sont perçues. Mais finalement, les dépenses s'accompagnent avec une augmentation également. Donc, on est toujours perdant dans le phénomène inflationniste. Et donc, qu'est-ce que les crypto-monnaies ou le Bitcoin, en l'occurrence, pourrait éventuellement permettre, parce que là, ça le permet à géométrie variable suivant les fluctuations du Bitcoin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de volatilité à ce niveau-là aujourd'hui. C'est justement la possibilité de se sauvegarder en ayant un autre type de monnaie qui n'est pas sujet à l'inflation. Et au contraire, le Bitcoin, de par sa technologie blockchain, justement, et de par la programmation qu'il a eue, moi non plus, je ne suis pas un expert, mais ce que j'ai compris, c'est justement la question du Bitcoin, c'est qu'il y aura un jour où il n'y aura plus de Bitcoin qui seront créés. Actuellement, ils sont créés par le minage, c'est-à-dire des infrastructures informatiques qui codent des Bitcoins et finalement, il y a des nouveaux Bitcoins qui apparaissent. Mais il y aura un jour où il n'y en aura plus de possibilité d'en apparaître. Donc, on est dans l'effet inverse des banques centrales. Les banques centrales créent davantage, toujours plus de monnaie pour pallier les déficits des gouvernements. Donc, jouent avec la bourse, fait un peu comme les Chinois le font avec leur monnaie d'une manière beaucoup plus directe. Ben, les pays occidentaux le font allègrement, les États-Unis les premiers. Donc, ce qui arrive, c'est que justement, le Bitcoin, lui, va avoir une logique inverse, c'est-à-dire que
il n'y aura pas de dilution de la valeur, mais il ne pourra y avoir qu'une augmentation de la valeur puisque la rareté va venir avec le temps. Il y a aussi un phénomène où est-ce que ça se répond proportionnellement, mais d'une manière opposée. C'est-à-dire, plus le dollar américain est dilué par l'impression d'argent, plus les monnaies des banques centrales sont plus le Bitcoin va avoir tendance à monter. Il y a des côtés négatifs aussi, là, qui sont souvent liés à la critique de l'argent cash. Donc, il y a un lien entre les deux. Certains bien-pensants vont critiquer l'argent cash en disant c'est ce que le crime organisé ou une certaine évasion fiscale ou le blanchiment d'argent et le ci, le ça. Ils vont utiliser comme argument pour justement essayer de créer un davantage de contrôle des banques centrales et en éliminant l'argent cash. C'est un peu le même argument qui est appliqué au Bitcoin puisque c'est intraçable, puisque il n'y a pas de couleur, d'identité et tout ça, et puisqu'on ne peut pas le craquer ou en créer ex nihilo, il est un instrument du crime organisé pour faire des transactions. Oui. Il y a des côtés positifs ou négatifs, comme toute réalité humaine. Là. Ça peut être utilisé pour des bons escients et mauvais escients. Est-ce que c'est une critique qu'on adresse au Bitcoin, le fait qu'il permette une certaine opacité à des gens, des acteurs de l'ombre? Ah oui. Et puis c'est les cartels, les crimes organisés utilisent le Bitcoin depuis assez longtemps. Là. Il n'y a pas de secret là-dessus. De toute façon, on l'annonce tout de suite. Théo Mogenet, je rappelle, DG Europe de Bull Bitcoin, va venir à l'émission. Ce ne sera pas très long. Évidemment, ce sont eux les vrais spécialistes du Bitcoin. Ils vont venir nous entretenir de leur vision de cette crypto-monnaie. Donc, mais vous pouvez déjà lire Théo Mogenet à Libremédia. Déjà, son premier article, qui a une belle profondeur historique. C'est des textes qui vraiment sont assez costauds, en fait. Mais il y a un volet pédagogique aussi. C'est très bien fait. Donc, le Bitcoin, un levier actionné pour briser ses chaînes. Et donc, je le rappelle, Bull Bitcoin qui a annoncé un partenariat avec Libremédia. Donc, c'est un partenariat qui est sujet à un bel avenir. Oui, puis c'est ça, puis qui nous permet de nous offrir, en fait, mutuellement une visibilité. Et il y aura aussi potentiellement d'autres activités. On ne peut pas tout dévoiler d'avance, mais... Oui, je ne volerai pas tous les punchs cette semaine, effectivement. Non, parce qu'on a d'autres nouvelles qui s'en viennent au cours de ce balado. Libremédia, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libremédia, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libremédia, parce que vos choix sont importants. Et notre reportage de cette semaine, c'était sur la Californie, en fait, sur cette Californie dont l'étoile commence à pâlir beaucoup. Donc, finalement, la Californie qui autrefois incarnait qui incarne encore aujourd'hui l'abondance, le succès, la technologie, mais qui connaît une explosion de plusieurs problèmes sociaux. Donc, c'est l'épicentre du sans-abrisme, notamment aux États-Unis. Donc, Francis, tu t'es rendu à Los Angeles. Oui, exactement. Donc, c'est le deuxième d'une série de 3, un triptyque sur la Californie et l'hégémonie démocrate et ses diverses conséquences positives ou non. C'est sûr que là, dans ce cas-ci, on est plutôt dans le négatif. Ou si on est dans le positif, c'est justement par les beaux spectacles, des beaux paysages, de la plage, du surf et tout ça. Là, donc, souvent, on regarde certaines vidéos YouTube et on voit des portraits apocalyptiques et tout ça. Bon, les deux cohabitent. Il ne faut pas avoir une image, disons, apocalyptique justement de la Californie ou de Los Angeles. Les deux cohabitent. Il fait toujours bon vivre pour certains. C'est simplement que c'est la quantité de personnes qui profitent de ce bon vivre est réduite de plus en plus par l'exode justement de gens qui sont tannés de vivre avec soit de l'insécurité ou soit des taxes disproportionnées. Et donc, justement, je me suis rendu sur place et j'ai pu rencontrer des habitants de Los Angeles qui ont bien gentiment accepté de répondre à quelques questions que j'avais sur cette Californie, vraiment resplendissante à certains égards. Donc, voilà, on voit un peu le contraste. On voit au départ le Rodeo Drive avec la célèbre rue avec les grands magasins de marque griffés, Louis Saint-Laurent et tout ça. Et on voit de l'autre côté, moi, je l'ai fait en voiture, là,
là, c'est pas si loin, là, ça prend même pas 20 minutes en voiture, et là, on passe vraiment dans pire que le tiers-monde, pour reprendre les mots de la première personne interviewée, qui était Roxane Hogue, qui est la directrice des communications pour le Parti républicain de LA County, pour le comté de LA. Il y a un parti républicain, mais on a tendance à l'oublier. Les républicains existent en Californie, même si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné des élections, à la fois municipales ou de l'État, ou même présidentielles, avec leurs grands électeurs. Donc, on comprend très vite là, qu'il y a un monopole démocrate, et même il y a plusieurs... en fait, les grandes élections en Californie se font plutôt dans les primaires démocrates, parce que c'est plutôt à ce niveau-là que se font les élections, mais peu importe. Je rencontre cette dame qui, justement, est une immigrante provenant de Jamaïque, qui habite qui a immigré dans les années 2000 environ, donc il y a à peu près 25 ans, 24 ans. Et elle parle un peu de la décadence qu'elle a vue de ses propres yeux là, de la ville de Los Angeles. On le sait, il y a certainement eu un effet accélérateur de la crise de la COVID dans les dernières années, avec les mesures, sanitaires, entre guillemets, qui ont été mises en place et qui ressemblaient de beaucoup à celles qu'on a utilisées au Québec. Et donc, il y a un lien peut-être à ce niveau-là avec le Québec, et peut-être que ce qui se passe là-bas est annonceur de ce qui s'en vient pour nous ici. À Los Angeles comme tel, qu'est-ce qui t'a frappé le plus sur le terrain? Bon, évidemment, on parle toujours de cette fameuse rue là, que tu as très bien filmée dans le reportage. Le quartier Skid Row, là. Ouais. C'est ça, qui accueille vraiment une concentration là, un peu surréaliste d'itinérants. Tu as vu les séquelles du fentanyl? On parle beaucoup du fentanyl, hein, qui serait même une espèce d'outil, là, un soft power chinois, parce que, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est très difficile à déterminer, là, mais on a accusé la Chine de favoriser, en fait, l'arrivée du fentanyl dans la région, à travers, évidemment, tous les bateaux qui arrivent dans les ports, évidemment, du Pacifique. Est-ce que la Chine, en fait, c'est une bonne question, est-ce que la Chine fait exprès de ne pas surveiller ces trafiquants pour que ça ait ces conséquences-là visibles aux États-Unis? Écoute, moi, je ne peux pas trancher la question, mais ça a été dit. Ça a été dit dans des commissions. Libre Média, encore une fois, a fait des articles là-dessus. Même qu'on a fait aussi un reportage, je te rappelle, je pense que c'était un peu à la même période l'année dernière, sur l'itinérance à Québec, à Saint-Roch. Et notre intervenant nous disait qu'il craignait même une sorte de californisation de la ville de Québec, là. Bon, on n'est pas tout à fait rendu là. Mais qu'est-ce qui t'a frappé, bref, sur le terrain là, le plus? Est-ce que c'est l'effet du fentanyl ou... Ouais, ben j'ai vu des zombies, là, comme on les appelle, c'est-à-dire de ces gens qui sont complètement gelés, mais d'une manière statique. Ils deviennent comme des statues pliées en deux, là. Ben oui, ça, j'en ai vu. Mais ce qui m'a frappé, c'est plus puis j'étais comme préparé. Puis j'étais tellement préparé que j'ai été un peu... disons, mes a priori négatifs ont été un peu réfutés. C'est-à-dire que je m'attendais vraiment à des choses vraiment... C'est sûr que je suis allé en plein milieu de l'après-midi. Là. Si j'étais allé le soir, peut-être que là, j'aurais vu vraiment de la vraie décadence. Mais oui, j'ai vu des choses qui sont vraiment des personnes qui sont... C'est la misère humaine, la vraie misère humaine, des gens qui font les vidanges pour manger, ou qui sont prêts à voler, ou qui sont qui vivent dans des tentes au soleil. Et bien, donc, on comprend que c'est toléré. Parce que, bon, quand j'y étais, c'est-à-dire que c'est toujours un peu à refaire. C'est-à-dire qu'il y a des ordres exécutifs, là, des executive orders qui viennent de très haut, qui viennent, par exemple, du très libéral là, Gavin Newsom, qui, par exemple, va ordonner, pendant que j'étais là, des démantèlements de campements. Donc, et là, ils arrivent avec les bulldozers ou avec les déchiqueteuses sur place, et là, ils font le ménage. Mais une fois qu'on en détruit un, après ça, les gens s'éparpillent un peu partout, et finalement, ils finissent par revenir. Et donc, c'est toujours à refaire, et ça fonctionne comme ça. C'est quand la situation devient insoutenable, et là, il y a des ordres exécutifs qui viennent d'en haut et qui sont plus ou moins mis en application, parce j'ai compris aussi qu'il y avait des différences entre l'opinion, par exemple, qui peut venir d'un gouverneur, même, comme je l'ai dit, très, très libéral, comme Gavin Newsom, et qui ne sont pas appliquées par des maires municipaux encore plus laxistes à ce niveau-là. Et donc, on peut comprendre. Ce qu'on comprend d'une manière générale, c'est que la répression, disons, a pris
pas de recul, c'est-à-dire que ce qu'on aurait compris ou considéré par les forces de l'ordre comme des comportements absolument, disons, intolérables, le sont devenus. Et aujourd'hui, on a reculé d'un pas et on s'attaque à des crimes encore plus violents. Donc, on intervient quand il y a des fusils, des meurtres, des choses comme ça, là. Et donc, il y a à ce niveau-là... Donc, est-ce que c'est vrai, donc ce déclin, bon, évidemment, qui est dépeint dans le reportage, bon, tu l'as senti. Donc, cette époque, là, évidemment, très effervescente, bon, il y a eu évidemment le mouvement hippie, là, puis toute cette époque vraiment de grande liberté liberté entre guillemets. que notamment Tarantino a dépeint dans son dernier, là, il était une fois à Hollywood, là, Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood. Euh, Très bon film. Ouais, ben c'est sûr qu'on apprécie quand même la débâcle des hippies à la fin. Là. C'est comme il y a un côté un peu satisfaisant à voir disons, des ancêtres du wokisme se faire autant abuser. Mais c'est une uchronie, hein? C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on change la fin. La fin devient ce qu'on aurait aimé qu'il se produise parce qu'on sait exactement que c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que les jeunes femmes avec un individu sous, entre guillemets, ordre, parce que ça n'a jamais été prouvé, mais tout le monde, la culpabilité est hors de tout doute, là, de Charles Manson qui avait demandé à ces gens d'aller tuer Sharon Tate qui était enceinte, qui avait joué dans Rosemary's Baby. Là. Il y avait toute une question un peu spirituello-sataniste un peu derrière aussi. Là. Ouais, donc, c'est vrai que Tarantino a écrit l'histoire. Il a fait ça dans tous ses derniers films. En fait, dans Django, c'est une réécriture. Évidemment, Inglourious Basterds, non, s'écarte. Là. Et effectivement, dans Once Upon a Time of Hollywood. Mais la question que je te posais, c'est bon. Donc, ce mythe, là, parce que ton intervenante aussi, Madame Hogg, c'est ça? Bon, je le prononce mal. Là, elle dit, bon, elle parle de Santa Monica et elle dit, tout ça, c'est fini. Là, c'est-à-dire, c'est à cette époque où on chantait en français comme en anglais les grandes vertus libératrices de la Californie. Bon, tu sais, on pense aussi au film Cartel où bon, le jeune George Young déménage de Boston Young, qui déménage je ne sais plus où, en Californie, et là, qui apprend il nous raconte qu'en Californie, c'est émancipateur à un niveau incroyable, que les gens disent des mots comme cool et bon, des expressions qu'on n'avait jamais entendues aux États-Unis. C'est les années 70 et c'est une libération incroyable. Il y a de l'argent, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, toi, tu tombes dans la rue, et, comme tous les résidents de là-bas, sur des zombies. Donc, pour toi, c'est carrément... Est-ce qu'on peut parler carrément pas dire d'une fin de la Californie? Là, je pense que c'est exagéré parce qu'il reste la Silicon Valley puis ça reste un poumon économique des États-Unis. Mais tu as vu que c'était, disons, très enclenché, ce déclin-là. Là. Ouais, pour ce qui est de la Silicon Valley et San Francisco, ça va être la semaine prochaine parce que j'annonce tout de suite qu'il va y avoir un autre reportage, le dernier de la série, la semaine prochaine alors soyez attentifs, chers auditeurs, sur la chaîne de YouTube de Libre Média. Mais oui, c'est-à-dire qu'on voit la différence entre les riches et les pauvres. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la classe moyenne disparaît et il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de drogue. Et donc, et de ces incivilités et de cette... même là, dans ce cas-ci, on parle des van lords. Là, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement assez d'argent pour vivre, avoir des lieux où s'établir, c'est-à-dire des maisons et tout ça. Mais ce ne sont pas des sans-abri non plus, puisqu'ils sont capables de se débrouiller. C'est vraiment justement, peut-être ces gens qui travaillent au salaire minimum, qui ne sont pas capables de se payer des appartements qui sont devenus très, très dispendieux, mais qui sont capables de se débrouiller. Donc, c'est véritablement un problème d'intrants, là, on pourrait dire. Donc, ils habitent dans des caravanes et ce qu'elle explique, c'est justement qu'il y a des interdictions passagers de se baigner dans certains coins de la grande plage qui fait Los Angeles, des grandes plages qui font Los Angeles presque de manière continue, si on fait exception là, de la zone aéroportuaire. C'est que justement, ils vident leurs égouts de vannes dans la rue et ça se ramasse sur la plage et donc il y a interdiction de se baigner. Donc, on peut penser que il fait moins bien, disons que c'était mieux avant à ce niveau-là, peut-être. Il y avait plus de savoir-vivre et plus de civilisation avant. Et justement, elle, venant, comme elle le dit, et là, je la cite, là, venant de Jamaïque et disant « Moi, je viens d'un pays du tiers-monde. Nous, on ne voit même pas ça. » Donc, elle décrit certains comportements qu'on peut voir aujourd'hui à Los Angeles qu'elle ne verrait même pas aujourd'hui dans son pays d'origine. Donc, elle a décidé de s'impliquer. Elle, provenant du Parti
Parti démocrate, elle a décidé de s'impliquer au sein du Parti républicain à titre bénévole. C'est une actrice dans la vie de tous les jours, c'est son métier, mais parce que justement, elle n'en pouvait plus là, de ce monopole du Parti démocrate qui fait en sorte que le laxisme perdure et la vie de l'ensemble, la qualité de vie de l'ensemble des citoyens de Los Angeles s'en voit réduit drastiquement. Donc, je pars de ce constat, de cette description qu'elle fait. Et là, on se déplace, on va à Santa Monica, justement, l'endroit qu'elle décrit. Et à Santa Monica, on retrouve des gens qui aident le dimanche. Là, on parle d'une église protestante, là, le Church in the Street Ministry. Et là, je les ai rencontrés tout à fait par hasard, mais ils étaient en train de donner de la nourriture le dimanche matin, justement, aux pauvres. Et donc, c'était une occasion pour moi d'avoir un acteur du terrain qui est là tous les dimanches pour me parler un peu de ce qui se passe sur le terrain. Il décrit une nette amélioration par rapport à la COVID. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. La COVID, ça a vraiment été un moment vraiment. C'est là que beaucoup de gens sont partis justement de la Californie. On peut penser que ça devait être vraiment le chaos, là. Et donc, il y a une certaine amélioration en ce moment de ce côté-là, mais on peut penser aussi, en voyant les images que j'ai filmées, et là, il y a l'amélioration, on peut penser à quel point ça devait être assez difficile à l'époque. Et finalement, on finit le reportage à Laguna Beach, qui est un petit peu plus au sud, qui est presque une quatrième couronne sur le bord de la plage de Los Angeles. Et là, on rencontre encore une fois par hasard des supporters de Robert F. Kennedy Jr., qui était un candidat à la présidentielle, à la primaire, entre guillemets, démocrate, et finalement à la présidentielle, et finalement s'est rangé derrière Donald Trump, et qui, justement, lui, fait la promotion de la liberté. C'est la liberté d'expression là, qui touche particulièrement la Julia de son nom, avec qui je me suis entretenu. Et elle parle justement de l'importance de la liberté et comment elle voit ce qu'on appelle aussi là, la gauche autoritaire. Là, on voit qu'elle se sent de plus en plus... Elle voit l'étau se resserrer sur la question de la liberté d'expression en Californie. Donc, peut-être... donc, comme je l'ai dit aussi, j'ai pas vu beaucoup de pancartes démocrates parce que, entre guillemets, tout le monde est supposé être démocrate. Donc, peut-être tout le monde est rendu paresseux et ne met plus de pancartes. J'ai vu quelques annonces de Trump, certains quartiers, mais j'ai vu beaucoup plus de Kennedy. Donc, ceux qui s'expriment le plus. Oui, Kennedy, effectivement, tu fais l'entrevue aussi avec des sympathisantes de Kennedy. Mais les migrants, parce que tu en as traité dans la partie 1 de la trilogie californienne, le mur, en fait, est-ce qu'il y a des migrants à Los Angeles, au centre, où c'est vraiment plus les itinérants qu'on voit? C'est une question aussi que je me suis posée, parce que, la crise migratoire, forcément, à Tijuana, très proche, etc., là, elle serait censée, donner lieu à des campements, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est surprenant à ce niveau-là parce que, on ne se le cachera pas, la population de Los Angeles, c'est vraiment presque rendue une métropole hispanophone. Donc, ils sont, disons, ils peuvent se faire passer pour des citoyens américains beaucoup plus facilement, j'ai l'impression, à Los Angeles, qu'ils pourraient ne l'être à Nashville, tu sais. Non, mais j'ai vu des campements, mais les campements, c'était vraiment des toxicomanes. C'est ça, c'est quand même étonnant, tu vois, c'est quand même assez même fascinant d'une certaine façon, parce que, par exemple, sur les routes migratoires au Mexique, moi, j'en ai vu beaucoup, là, des migrants qui sont reconnaissables, ils attendent des autobus, puis bref, ils ont investi certains parcs. Mais ça, tu vois... Los Angeles, c'est peut-être la destination. Donc, et peut-être que le chemin qu'ils parcouraient était pour justement les rejoindre leurs familles qui sont déjà établies. Donc, peut-être que si on allait voir dans les maisons... Oui, c'est plus souterrain, effectivement. C'est plus caché, probablement. Les gens vont rejoindre des familles. En fait, puis on le sait, hein, il y a beaucoup de Mexicains, moi j'en connais, là, qui ne sortent pas. J'en connais, disons, dans ma famille. Je sais pas si je devrais dire ça, là, mais on connaît des parents à nous qui ne peuvent pas, en fait, revenir au Mexique parce qu'ils sont pognés là parce qu'ils n'ont pas de papier à Los Angeles. Vous voyez comment je suis anarchiste, hein, et que...
Ah mon Dieu. Non, mais on connaît cette situation. C'est pas une situation totalement extérieure à notre expérience personnelle. Et pour moi, Los Angeles, la question davantage qui est traitée dans le documentaire, dans le reportage plutôt, c'est la question du laxisme. Oui, bien sûr. Du laxisme au niveau du combat de la drogue et du combat contre l'itinérance là, à tous les niveaux. Et on parle encore une fois dans ce reportage de ces ONG qui profitent, puisqu'on parle de milliards et de milliards de dollars investis par l'État ou la municipalité dans le combat contre la toxicomanie et l'itinérance. Mais on se rend compte aussi, de par les témoignages que j'ai recueillis, qu'il y a beaucoup d'ONG qui profitent et qui font fait de leur pain et leur beurre de ces subventions-là qui proviennent du gouvernement. Donc, c'est ce qu'on voit, le Los Angeles du rêve au cauchemar, un reportage qui présente une certaine facette de la réalité, facette souvent, disons, méconnue au Québec, pourrions-nous dire. Aux États-Unis, ça a fait les manchettes, ça a tourné pas mal, mais au Québec, il n'y a pas eu beaucoup de reportages qui ont été faits sur un peu cette question des décadences des grandes villes qui faisaient autrefois l'envie du monde entier. Et donc, c'est un reportage qui je pense, qu'il vaut la peine d'être vu et comme un bon complément d'information là, pour se faire sa propre opinion. Un dernier article, et non le moindre, publié et disponible sur Libre Média ou libre-media.com. Ordre professionnel, les syndics manquent-ils à leurs devoirs? Alors, la COVID a révélé à quel point les ordres professionnels ont mené large au Québec, souvent au détriment de la protection du public et du profit, et au profit de leurs seuls intérêts. Tu as notamment pu parler à Joël Monzé, qui est un contributeur connu de notre auditoire. Tu as réalisé aussi une entrevue, une grande entrevue disponible sur la chaîne YouTube de Libre Média. On invite nos auditeurs à aller l'écouter. Alors, parle-nous un peu de cette entrevue-là. C'est la question des ordres professionnels et de la protection du public et de la liberté de ses membres. C'est une question qui te touche particulièrement aussi, non? N'est-ce pas, Jérôme? Oui, bien, c'est ça. Comme tu l'as mentionné, la pandémie a effectivement révélé à quel point les ordres professionnels emmenaient large au Québec, notamment le Collège des médecins, mais aussi le Collège l'ordre professionnel des psychologues. Il y en a plusieurs qui en fait censurent leurs membres, tout simplement. On le voit au Canada anglais aussi. Jordan Peterson, tu as suivi un peu son cas. Mais au Québec, c'est pareil ou c'est pire, où ça se ressemble beaucoup. Donc, mais c'est un dossier qui est très technique. Et M. Monzé, qui est docteur en neurosciences, vraiment nous éclaire sur le fonctionnement même, sur la machine, en fait, la mécanique, comment ça fonctionne et comment les ordres professionnels, à travers les syndics, réussissent à imposer finalement leur pouvoir pour leurs intérêts, effectivement, au détriment du grand public, leur mission étant apparemment de protéger le public, mais ce n'est pas exact, et on s'en aperçoit de plus en plus. Donc, il revient, Joël Monzé, c'est un long article de 2000 mots. Il revient sur de nombreux cas là, publicisés, notamment Marc Lacroix. Il y a plusieurs noms là-dedans que vous allez reconnaître. Robert Béliveau aussi, qu'on a interviewé, que j'ai interviewé au Mexique. Le médecin qui est actuellement aussi là devant le Conseil de discipline de l'Ordre des médecins pour avoir lui aussi remis en question ce qu'on appelle, nous, le sanitarisme, enfin la politique de vaccination de masse. Donc, il y a des noms qu'on reconnaît là-dedans et il revient sur plusieurs de ces noms-là pour vraiment expliquer. Et là, je ne parlerai pas à sa place, mais c'est ça, c'est toute une mécanique et c'est un dossier qui est complexe et qui est un peu rebutant, il faut le dire, parce que c'est très technique. Donc, nous, à Libre Média, on fait l'effort de comprendre vraiment la mécanique du phénomène. Et c'est pour ça qu'on est revenu là-dessus avec cet article-là. Mais en gros, les ordres professionnels emmènent beaucoup trop large dans ce qu'on appelle le corporatisme au Québec. En fait, c'est que les corporations des ordres professionnels ont pour but dans leur charte, c'est vraiment de protéger le public. Donc, accorder un certain standard de qualité des professionnels. Donc, on peut penser, tu as parlé des psychologues ou des juristes, etc. C'est pour protéger le public qui pourrait se faire avoir par certains charlatans et aussi protéger la marque, entre guillemets,
guillemets, d'une Ouais, ouais. profession contre les vrais charlatans là, qui peuvent se faire passer. Donc, on peut penser à bon, toutes sortes de cas là. Donc, ils ont leur raison d'être. Il y a vraiment une raison d'être. Mais dans quel pattern un peu négatif sont-ils entrés, là, selon toi? Ben, dans le pattern qui consiste, ben, le pattern de la censure, pour le dire clairement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans le cas du Collège des médecins, vous employez davantage à défendre une approche très, disons, pharmaco-centrée, pour le dire poliment, et sans recevoir de poursuites. Quand vous défendez une approche aussi pharmaco-centrée euh, de la santé humaine au détriment peut-être d'une approche plus holistique, peut-être au détriment d'une approche plus axée sur la prévention, plus que sur la guérison. Eh bien là, du moment où vous faites ça, est-ce que vous êtes vraiment dans l'intérêt, vous protégez l'intérêt du public ou vous protégez des intérêts financiers, non seulement ceux de vos membres, qui peut-être reçoivent une sorte de récompense de la part de peut-être des compagnies pharmaceutiques. Est-ce que les médecins sont encouragés? Évidemment, tout ça se fait de manière un peu informelle. Je ne dis pas que nos médecins au Québec reçoivent des enveloppes brunes, c'est pas ça que je dis, mais il y a un système qui encourage et qui récompense les médecins, les professionnels de la santé à surmédicamenter la population. Je pense que là, ce n'est pas une grande nouvelle que je fais aujourd'hui, là. Non, ça s'est vu aussi aux États-Unis, par exemple, avec Purdue et la crise des opioïdes. Là, on était vraiment dans l'enveloppe Ah ben brune. Là. oui, C'est tu vois. vraiment l'extrême de l'extrême, mais c'est pas juste pour dire que nos sociétés occidentales ne sont pas à l'abri d'une telle Ben, corruption. loin Là. de là, très, très loin de là. Et l'autre chose, bon, c'est important de le mentionner, c'est qu'actuellement, la ministre Sonia Lebel est en train de réviser la loi sur les professions, bon, qui a été rédigée il y a 50 ans, donc qui n'est plus à jour. Et on espère, en tout cas, du moins, Joël Monzé espère que les travaux là, qui sont menés actuellement par Québec vont mener, disons, à un ajustement qui ferait en sorte que les syndics ne pourraient plus, en fait, mener de croisade contre leurs membres. C'est-à-dire que ce qui nous explique Monzé, c'est un peu que les syndics, à l'intérieur des ordres, sont rendus presque plus forts que les ordres eux-mêmes. Hein. Là, je résume à gros traits. Là. Mais c'est pour ça que c'est important de lire l'article parce que, comme je vous dis, c'est assez technique. Et c'est ça, on se rend compte de l'emprise du pouvoir que peut avoir un syndic. Et finalement, il y a carrément des membres d'ordre professionnel qui se retrouvent dans des situations où finalement, ils font l'objet d'une sorte d'une attaque, finalement, de leur propre ordre professionnel. C'est-à-dire qu'ils sont carrément muselés et s'ils ne rentrent pas dans le rang, ils sont pourchassés, en fait, là, par leur ordre. C'est assez dramatique, là, vraiment. C'est très important qu'on va continuer. Ce n'est pas le dernier article qu'on publie sur la question. Mais en fait, au Québec, il faut le dire, la libération de la parole va passer par un ajustement disons, il va falloir qu'on contraigne, en fait, les ordres professionnels à eux ne plus contraindre leurs membres à adopter un seul et même discours qui les enferme dans la pensée unique. Là. Ça va être très important au Québec. Il n'y aura pas de libération de la parole sans que les ordres professionnels soient, je ne veux pas dire mis au pas, là, c'est un peu fort, mais il va falloir qu'effectivement, disons que Québec fasse quelque chose sur le plan législatif pour arrêter que des ordres professionnels pourchassent leurs membres quand ils disent quelque chose qui peut s'écarter un tant soit peu des sentiers battus. Le cas de Jordan Peterson est emblématique. Là. Quand tu te fais dire que tu dois suivre des cours de rééducation médiatique parce que, bon, on te considère que tu es trop à droite pour la profession, hey, c'est fou raide, là. Non, oui, on peut penser que c'est peut-être un côté de la médaille. Une autre peut-être solution, ça pourrait être justement de restreindre, parce que bon, comme l'État, comme les autres professionnels, comme les syndicats, ils se sont mis à sortir de leur mission propre pour se mettre à s'occuper un peu de tout. Là, on a même des syndicats qui font des brokers, là, qui font du trading et Syndicat capitaliste. d'eux-mêmes. Là. Donc, oui, exactement, qui jouent au capitaliste. Là, donc,
s'il y avait un recentrage sur la mission première de l'ensemble de ces organisations-là, ils arrêteraient d'essayer d'avoir des opinions dans tout et d'obliger leurs membres d'avoir une opinion tranchée dans un domaine qui dépasse les frontières de la compétence de ces ordres professionnels, de ces syndicats, etc., etc. Donc, peut-être se recentrer, sortir de la confusion, disons, conceptuelle et se recentrer sur sa propre mission, arrêter d'essayer de vouloir changer l'univers et de faire son petit bout de bien qu'on peut faire dans notre carré de sable, mais entre guillemets, ça pourrait être quelque chose, une des avenues qui pourrait aider le monde professionnel, le professionnalisme en général, la défense du public aussi. Alors, c'est un article à lire sur Libre Média ou libre-media.com. Ordre professionnel, les syndics manquent-ils à leur devoir? Une belle entrevue réalisée avec Joël Monzeil. Avant d'entrer dans le grand enjeu de la semaine, Jérôme, parle-nous de l'activité qui s'en vient pour toi ainsi que pour le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, lundi le 7 octobre à 17h. Parle-nous, là, il y a un 5 à 7 qui s'en vient. Là. De quoi s'agit-il? Oui, bien là, je parle vraiment pour les gens de Québec, les gens de la grande région de Québec. 5 à 7, effectivement, à Québec, le 7 octobre, lundi le 7 octobre, un 5 à 7 autour des droits et libertés. C'est gratuit, c'est un événement qui est ouvert à tous. Simplement, vous envoyez une confirmation là, au Libre Média qc@gmail.com, libremedia@gmail.com. J'explique. En fait, c'est la tournée de John Carpay, qui est le président, effectivement, du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles basé à Calgary. C'est probablement c'est l'un des plus importants organismes de défense des droits et libertés au Canada. Donc, c'est un organisme qui prend des causes pro bono, par exemple, pour défendre devant les tribunaux, en vertu de la Constitution, les droits et libertés au Canada. Donc, ça aussi, c'est un partenariat qui est tout à fait naturel. Et effectivement, Libre Média a été chargé d'organiser du moins une partie de la tournée de John au Québec, à Montréal et à Québec. À Montréal, on n'aura pas d'événement cette fois-là, ça va être pour une prochaine fois. Mais à Québec, on a quelque chose, c'est ça, lundi. Et dans le fond, la formule, c'est tout simplement de réunir les gens et d'échanger. Évidemment, il va y avoir des prises de parole. Mais le but, c'est vraiment une sorte de réseautage, mais d'entendre les préoccupations, de recevoir les commentaires aussi des gens, comment ils se sentent par rapport, évidemment, à tout ce qu'on connaît comme phénomène de censure, avec, évidemment, la pandémie, etc. Donc, comment ils perçoivent, en fait, la société canadienne actuellement. Donc, John est là pour les écouter, carrément. Moi aussi, pour prendre le pouls, en fait. Ça sert à ça, échanger sur le terrain. Puis les gens, on aime ça se voir. Donc, venez nous voir, on est des humains. On n'est pas encore rendu totalement dans le virtuel. On aime encore le présentiel, comme on dit depuis la pandémie. Donc, c'est, je le répète, lundi, le 7 octobre à 17h. Évidemment, c'est un 5 à 7. Au temps perdu, je ne l'ai pas dit, temps perdu. C'est notre côté un peu européen, donc sur l'avenue Mirand, près de l'université. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça rappelle des souvenirs, le temps perdu, parce qu'ils ont passé du temps là-bas. J'espère pas trop perdu, alors que quand ils étaient à l'université. Donc, venez nous voir lundi, ça va être le fun, vraiment. Alors, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez simplement envoyer un courriel de confirmation à l'adresse de Libre Média. Allez également visiter libre-media.com pour tous ceux qui ont envie de prendre une bonne bière avec Jérôme. Oui, consommation gratuite pour tout le monde. Une. Peut-être deux, mais non, ça va être une. Et la deuxième, vous l'offrirez à Jérôme. Alors, Jérôme, en terminant, quel est ton grand enjeu de la semaine? Quel fait divers a pris une place disproportionnée dans l'actualité québécoise, selon toi? Ben, je pense pas que ça a pris une place disproportionnée, mais quand même, ça a été publié dans la presse. C'est un article de la presse publié cette semaine. Le lave-vaisselle doit-il être bien rangé? OK. Donc, on s'interroge sur les types de rangement du lave-vaisselle. Donc, êtes-vous de type psychorigide en matière de rangement du lave-vaisselle ou plutôt anarchique? Et donc, là, bon, ça se veut un peu comique, mais reste que le grand Marc Cassivi s'est lui-même prêté au jeu, hein, le fameux chroniqueur culturel, c'est ça, donc de la presse.
Donc, quand même, imaginez, il y a des gens qui donnent de l'argent à la presse. Là. Donc, pour ceux et celles qui encouragent Libre Média et la presse, peut-être nous encourager un peu plus nous et peut-être un peu moins la presse. Oui, puisque ces grands enjeux détournent de l'attention, et ce même Marc Cassivi, pendant qu'il prenait du temps à s'occuper de ce genre de non-nouvelles, il ne le passait pas à traiter de vraies nouvelles qui vous concernent et qui vous affectent aujourd'hui au Québec en 2024. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note même 5 étoiles sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Alors, Jérôme, bon week-end à toi et bonne préparation à cette conférence. Merci beaucoup. À très bientôt. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.